C'était pendant le week-end des Grammy, en 2010. J'étais en shooting photo avec Cassie, en journée. Elle était en couple avec Puff. Il y avait un after. Et je t'aime, Didi! Didi! Cassie avait une chambre au Beverly Hills Hotel. C'est le genre d'hôtel qui propose de nombreuses suites. Je ne suis pas allée à la soirée et je me suis endormie sur le canapé. Tout à coup, il a surgi. Elle est où, putain? Je me suis réveillée en sursaut et je ne comprenais pas ce qui se passait. Qui? Attends, quoi? Mais de qui il parle? Ensuite, ils sont allés dans la chambre. Il a fermé la porte et je l'entendais crier. « Dégage de là! Sors de cette chambre, putain !» Il était fou de rage, complètement déchaîné. Du Puff tout craché. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule chose en tête, la sécurité de Cassie. Donc j'ai remballé toutes ses affaires. Quand il est parti, j'ai vu les dégâts sur Cassie. Elle avait des gros nœuds dans les cheveux, un œil au beurre noir, les lèvres éclatées. C'était affreux. Immédiatement, je me suis dit, je vais t'emmener chez moi. Il faut qu'on se casse d'ici. On ne peut pas appeler la police. On ne peut pas aller à l'hôpital. On avait peur de lui. On a toujours eu peur de lui. Qu'est-ce qui se passerait si on prévenait la police? C'est quelqu'un de puissant dans le milieu de la musique. Et il a le pouvoir de te faire disparaître. Encore aujourd'hui, les gens ont peur de lui. Qu'est-ce qu'on était censé faire? La seule solution qu'on avait, c'était de gérer une chose à la fois. C'est comme ça que ça marche. J'ai appelé un ami médecin. Tu dois venir t'occuper de Cassie. C'est inacceptable. Il faut que t'en sois témoin. Parce que nous, on peut prévenir personne. Elle était si détachée que ça me donnait l'impression que c'était pas la première fois. On n'a jamais reparlé de cet incident toutes les deux. C'est comme les affaires de famille. On n'en parle pas, c'est tout. Cette soirée, c'était en 2010. Et quand j'ai vu la vidéo sur CNN en 2024, ça m'a fait un sacré choc. Parce que je ne savais pas que ça avait continué pendant tout ce temps. Ce soir, le mania de la musique Sean Combs. Sean Diddy Combs, visé par une série d'accusations, y compris de viol et de trafic sexuel, dans une nouvelle plainte déposée par son ancienne compagne, la chanteuse Cassie. Le FBI a fait une descente dans ses résidences de Los Angeles et de Miami. Le mania du rap est en garde à vue, après son arrestation hier soir dans le hall d'un hôtel de luxe de Manhattan. La plainte de Cassie a été l'élément déclencheur. De nouveaux témoignages contre Sean Diddy Combs. Elle l'accuse notamment d'abus, de menaces et d'extorsion. Il avait le don de se montrer sous les projecteurs tout en évitant qu'on ressente le besoin de creuser davantage et de comprendre qui il était réellement. Le hip-hop, c'est pas que de la musique. C'est un mode de vie. Combs a bâti un véritable empire. Il a une ligne de vêtements, une marque de vodka et une chaîne de télé à son nom. Il n'a pas changé son comportement pour s'intégrer. C'est le monde qui s'est adapté à lui. C'est l'exemple parfait de ce qu'il aime bien appeler l'excellence noire. Sauf qu'il laisse une traînée de violence et de traumatisme dans son sillage. J'ai compris que je n'étais pas la seule. J'ai une histoire unique à vous raconter. La prise de conscience est en marche. On veut tous et toutes savoir jusqu'où il est allé. Il est temps.
L'influence et le pouvoir de Sean Combs ont donné lieu à une des carrières les plus florissantes de l'histoire de la musique américaine. C'est aussi ce qui lui a permis de commettre l'irréparable. J'ai connu Combs presque au tout début de ma carrière de journaliste et de rédactrice. J'ai été la première rédactrice en chef du magazine Vibe. Si je tiens à partager mon histoire avec vous, c'est parce que je considère que c'est mon devoir. Et aussi parce que je dispose d'une position particulière dans l'industrie musicale. C'est ce que je suis censé faire. C'était très difficile d'évoluer dans le monde de la musique, dans les médias spécialisés, sans avoir affaire à Sean Combs, sans devoir travailler avec lui, sans avoir à le côtoyer ou négocier avec lui. C'était impossible, tout simplement. La première fois que j'ai réellement discuté avec lui, c'était pour le shooting de la couverture d'un numéro de Vibe. C'était en septembre 1997. Il s'agissait d'un numéro double pour les mois de décembre et janvier. Il y avait un paquet de monde au shooting photo. Plein de gens du magazine, d'autres de son label Bad Boy. L'idée de base était de le présenter en couverture avec des ailes d'ange. Après le shooting, M. Combs voulait voir les photos avant qu'elles soient publiées. La politique de l'entreprise nous interdit de montrer les couvertures à qui que ce soit avant la publication. Il m'a appelé à mon bureau. Je lui ai répété, on ne peut pas vous les montrer, on ne partage pas les articles. Je lui ai dit que je ne ferais pas d'exception. Et il m'a répondu qu'il jetterait mon cadavre dans un coffre si je ne lui montrais pas. Je lui ai demandé de retirer immédiatement ces paroles. Il m'a répondu quelque chose du style « Je retirerai rien du tout ». Donc j'ai dit « J'appelle mon avocat ». Mon avocat l'a contacté pour lui dire que s'il n'envoyait pas immédiatement ses excuses par fax, il préviendrait les forces de l'ordre. Moins de 2 heures plus tard, j'ai reçu un fax avec des excuses officielles. En revanche, j'ai appris seulement récemment, grâce à des collègues de l'époque, qu'il s'était pointé au bureau du magazine quelques jours avant ces menaces, avec 2 mecs bien costauds, et qu'il souhaitait me parler. Pour assurer ma sécurité et pour assurer la protection des pages du magazine, j'avais été escortée de bureau en bureau. On vérifiait à chaque fois que la voie était libre avant d'aller plus loin. Ensuite, j'ai attendu dehors au coin de la rue avec les agents de sécurité et avec le prototype des pages du numéro qui étaient prêtes à partir à l'impression. Mon chef d'édition est arrivé. Je lui ai donné les pages en main propre et il m'a mise dans un taxi pour Brooklyn. Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, je vous raconte ça alors que je n'ai plus aucun souvenir de ce jour-là. Quand ma directrice de recherche m'a raconté cette histoire, j'étais perdue. Ça me paraissait tellement... Je lui ai dit que je ne m'en rappelais pas. Elle m'a répondu, évidemment, tu étais terrifiée, tu l'as refoulé. Je n'ai toujours aucun souvenir. C'est difficile de regarder en arrière aujourd'hui. J'ai continué à travailler avec lui. Je me suis toujours montrée cordiale. Je continuais à aller aux soirées auxquelles on m'invitait.
C'est dur de ne pas se sentir complice dans ces moments-là. J'aimerais qu'il en soit autrement. Est-ce un ange? Est-ce un démon? C'est une question qui me trotte dans la tête depuis l'apparition de ce numéro. Je n'avais pas la réponse, mais je crois qu'on sait maintenant. Et ça fait mal. En tant que journaliste, le témoignage de Daniel a beaucoup résonné en moi. C'est quand même assez rare que ça aille aussi loin, que ça prenne de telles proportions. Didi était déterminé à la persécuter, et c'est arrivé assez tôt dans sa carrière en plus. Il semblerait qu'avec le temps, il ait fait preuve de moins en moins de retenue. On sait maintenant que des démons se cachaient derrière les projecteurs, et on n'échappe pas si facilement à ces démons. Quand je pense à Puffy, je pense à New York. Au succès, en fait. La définition même du rêve américain. Celui qui réussit en partant de rien. Didi est né à Harlem. Sa mère s'appelait Janice et son père Melvin. La mère de Puff, Janice Combs, elle savait danser, elle s'habillait bien, elle était très maligne, d'une grande classe. Elle était d'une ambition folle et elle se donnait les moyens d'y arriver. Pour moi, elle incarnait ce type d'énergie. Malheureusement, son père Melvin est décédé. Sean n'a pas beaucoup de souvenirs de lui. Il doit en avoir un ou deux. Melvin est mort quand il était tout bébé. Didi a souvent parlé de l'absence de figure paternelle dans sa vie, de son désir profond de savoir qui était son père. Quand il en parle, on sent dans sa voix et on voit sur son visage qu'il déplore sincèrement ce gros manque dans son enfance, le fait d'avoir dû grandir sans père. J'ai toujours voulu entendre le son de sa voix. Depuis le début, il y a eu des drames autour de moi, des tragédies. Janice était mère célibataire et devait se débrouiller. Un jour, elle s'est dit on va déménager à Mount Vernon, la banlieue où vont tous les Noirs qui ont un peu d'argent, ceux de la classe moyenne. J'ai rencontré Sean quand j'avais 6 ans. Nos deux maisons étaient séparées par un escalier, 13 marches. Je suis fils unique, donc il est vite devenu comme un frère pour moi. J'ai tout de suite compris qu'il était différent. C'était un petit garçon, mais il s'habillait comme quelqu'un de bien plus âgé. Comme si c'était du sur-mesure. Je savais pas que les enfants de mon âge pouvaient s'habiller aussi classe. Quand il sortait, les autres gamins le regardaient en mode « C'est qui, lui ?» Il a tout ce qu'on n'a pas. Et ça plaît pas. Du coup, les autres le persécutaient. Il manquait de présence, on pouvait facilement lui marcher dessus. Et c'est ce que les gens ont fait, tout simplement. Depuis tout petit, on lui a inculqué qu'il ne pouvait pas être perçu comme quelqu'un de faible. Et que la seule manière de ne pas paraître faible aux yeux d'autrui, c'était de répondre par la force. Ma mère me préparait pour la vraie vie. Elle m'a toujours appris que si quelqu'un me tapait, je devais taper plus fort en retour, pour m'assurer qu'il ne recommence pas. Nos mères nous disaient « Viens pas me dire que quelqu'un t'a tapé. Viens pas me dire qu'on t'a pris telle ou telle chose. Je veux rien savoir. Va récupérer ce qu'on t'a pris. Tu rentres pas chez moi tant que tes histoires sont pas réglées. » Il a fait le choix de prendre sa vie en main. Je vais me faire plus d'argent que vous, j'aurai plus de succès que vous, et comme ça, je mènerai la danse. Il a été taillé pour le succès. Il a été une de mes grandes sources d'inspiration dans mon enfance. Il venait d'Harlem, il avait réussi à populariser le hip-hop sur la scène internationale et il est devenu un magnat des affaires. Avant que toutes ces histoires n'éclatent, je n'aurais pas pu dire la moindre chose négative sur Didi. L'image de Sean Combs qui est dépeinte aujourd'hui est à des années-lumière de l'image qu'il s'est construit avec minutie tout au long de sa carrière. J'ai commencé à me pencher sur le sujet et à écrire sur Sean Combs après la plainte de Cassie en 2023. La plus grosse question que je me posais, c'était « Est-ce que c'est déjà arrivé avant ?»
On a commencé à enquêter et à discuter avec plusieurs personnes. Et on a découvert qu'il y avait eu des affaires de comportement violent à l'époque où il était étudiant à l'université Howard. Cette histoire allait beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Prise 1, en place. J'étais étudiante à Howard à la fin des années 80 et je suis venue pour témoigner. Tout le monde connaissait Sean Puffy Combs sur le campus. On le voyait toujours sur la banquette arrière d'une voiture, la fenêtre ouverte, à jeter des flyers pour des soirées étudiantes. Si vous vouliez aller aux fêtes les plus cool, c'est lui qu'il fallait suivre. Je suis terrifiée à l'idée de partager avec vous ce que je l'ai vu infliger à un autre être humain. Il est puissant et très intimidant. Ce qu'il s'est passé est imprimé à jamais dans ma mémoire. C'était en début de soirée. J'étais dans ma chambre d'étudiante avec ma colocataire. On a entendu des cris à l'extérieur, tout près. Donc, on a ouvert la fenêtre un tout petit peu, juste assez pour voir ce qu'il se passait. On a vu qu'il s'agissait d'un autre étudiant, de Sean Puffy Combs. Il criait « Bouge ton cul et descends, descends tout de suite !» Il avait enlevé sa ceinture et il la fouettait contre le mur. Il était très en colère. Il sortait avec cette fille à ce moment-là. Elle a fini par descendre, toute timide et apeurée. Elle ne savait pas quoi faire. Ça se voyait. Et il a commencé à la frapper avec sa ceinture. Elle était tétanisée. On se sentait responsable parce qu'il était en train de l'agresser. Donc on s'est mis à crier « Arrête! Arrête de la frapper, laisse-la tranquille !» Il nous a répondu « Occupez-vous de vos affaires, ça vous regarde pas, putain !» Mais on continuait à lui crier dessus « Arrête de la frapper, laisse-la tranquille, enfin !» Et là, il l'a poussée dans l'embrasure de la porte de la résidence. On ne les voyait plus, donc on ne savait pas ce qui se passait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça lui a pris quelques minutes. Puis il s'est arrêté et il est reparti tout seul. Elle l'a suivi à une certaine distance. On avait 18 ans, on n'a fait que crier. On aurait peut-être pu l'arrêter. On aurait pu appeler la police ou prévenir notre responsable, demander de l'aide. L'accueil était au rez-de-chaussée. Ils n'ont rien fait. Personne n'est allé la sauver et on aurait sûrement dû le faire. Je trouve ça très important de raconter l'histoire de cette jeune femme parce qu'il n'a jamais été tenu responsable de ses actes. On pourrait croire que ça a terni ses études, mais ces années à Howard ont façonné l'adulte qu'il est devenu. Cette fac n'a pas seulement changé ma vie. Elle m'a touché en plein cœur, dans mon âme et mon esprit. Plus tard, quand il a obtenu un diplôme honorifique, un doctorat qui plus est, ça m'a perturbé. Mais enfin, pourquoi vous mettez à l'honneur quelqu'un comme lui? Et même si je n'ai passé que 2 années à Howard, ça a été les 2 meilleures années de ma vie. C'est à Howard que Combs a découvert l'emprise qu'il pouvait avoir sur les gens. Malgré ce que certaines personnes ont vu sur le campus, il a quand même été capable de trouver le succès. Que ça vous plaise ou non, le rap va rester. À la fin des années 80, le hip-hop se développait. Et au même moment, Sean Combs était en pleine quête identitaire. Il cherchait ce qu'il voulait faire de sa vie. Je travaillais chez Uptown Records à l'époque. J'avais entendu qu'un jeune homme s'était mis dans la tête d'aider certains rappeurs ou groupes à trouver leur identité. Il s'appelait Sean Puffy Combs. Uptown Records, c'était un des premiers labels de musique noire. André Harrell était aux manettes. Je comprends tout à fait pourquoi Puffy voulait bosser avec eux, parce que c'était les meilleurs à ce moment-là.
Puffy a arrêté ses études pour poursuivre son rêve. Il a commencé en tant que stagiaire chez Uptown et il débordait de bonnes idées. Donc, ils lui ont filé un poste dans la recherche de nouveaux talents. Mary J. Blige était déjà chez Uptown depuis un certain temps et elle n'arrivait pas à décoller. Il ne savait pas quoi faire d'elle. Puff est arrivé et il a mis en place plein de nouvelles choses pour lui façonner une image bien à elle. Il lui a créé des mélodies de hip-hop sur lesquelles elle pouvait chanter. Son single Real Love a fait un tabac. Elle a ensuite été baptisée la Queen du hip-hop soul. Et même si on adore Mary, il est clair que Puff a été responsable de son ascension d'un point de vue musical. Puff Daddy, dénicheur de nouveaux talents chez Uptown. Dis-nous tout, mon frère. Comment c'était de produire ce hit? Est-ce que ça a été facile, difficile, compliqué ou juste hyper classe? Ça l'a fait. Tous mes frères et sœurs ont bossé ensemble. Petit à petit, Puff se fait une place dans le monde du hip-hop. Et il se met aussi à faire la promotion d'un tas de soirées. Sean s'est dit, je sais, je vais organiser un gros match de basket avec plein de gens connus. Je vais convaincre Heavy D de tout préparer avec moi et on fera ça au City College. Mon frère étudiait au City College. Si j'ai décidé de vous raconter son histoire aujourd'hui, c'est parce que cet incident a été largement passé sous silence. Ça fait des années et des années que j'essaye de trouver un sens à cet événement tragique. Ici Kiss FM sur 98.7. Tu sais qu'il y a un gros match de basket demain. Oh, ça. Et comment? Il y aura un tas de gens. Il y avait des grands noms qui devaient participer au match. Joe Desi, Boyz II Men, Ren Nubian, LL Cool J. Absolument tout le monde parlait de cette soirée, dans tous les quartiers de la ville. J'avais 17 ans à l'époque. Mon frère Dirk avait énormément envie d'y aller. Je me souviens du jour où il m'a montré son billet d'entrée. C'était un jeune homme qu'on remarquait. C'était un modèle dans notre quartier, parce qu'on n'était pas nombreux à faire des études supérieures. Combs fréquentait Missa Hilton à l'époque, et ma sœur Sonia était très bonne copine avec elle. J'étais le grand frère, mais comme on était assez proches en âge, on avait une relation très forte tous les deux. Elle voulait devenir infirmière en pédiatrie. J'avais déjà 2 petites filles à ce moment-là, et elle était absolument géniale avec ses nièces. Elle les aimait profondément. Le jour du match, elle m'a dit qu'elle n'irait pas. Mais Missa l'a appelée et lui a dit que Puff lui avait donné un billet pour elle. Du coup, elle a décidé d'y aller. Le jour de l'événement au City College, je faisais partie du personnel sur place. Ce qu'on ne peut pas enlever à Sean, c'est qu'il savait faire la promo d'un truc. Il y avait une de ces foules, un truc de dingue. Et le gymnase s'est rempli en un clin d'œil. Le match va bientôt commencer. Est-ce que vous pouvez vous éloigner des portes, s'il vous plaît? Non, vous n'écoutez rien, les gars. Ils vendaient des billets à l'entrée, mais dans la foule, il y avait encore plein de gens qui avaient déjà acheté leurs billets. On attend toujours. Les vigiles ou les agents de sécurité, bref, quelqu'un a dit « c'est fini, plus personne ne rentre ». Ils ont fermé les portes du gymnase à ce moment-là. Les personnes dans la foule qui avaient leur ticket en main, quand elles ont vu que les portes se refermaient, elles ont commencé à pousser. Défoncez la porte! Ça a provoqué un mouvement de foule et la cohue vers les marches, alors qu'il n'y avait aucun moyen de franchir les 4 portes du gymnase. Ils sont tous devenus fous. La porte est cassée! Ils ont cassé une porte. La porte est cassée, on peut rentrer. Un tas de gens se sont rués en bas des marches vers la porte ouverte, en poussant tous les autres contre les portes restées fermées. Je ne sais pas par quelle porte Missa est entrée, mais elle n'était plus avec Sonia.
Mon frère et ses amis étaient au niveau des marches, écrasés par toute la foule qui essayait d'entrer. Sonia était derrière une de ses amies. Elle avait le visage plaqué contre son dos. Ils étaient tous écrasés comme des sardines. Quand vous êtes les uns contre les autres, vous pouvez aller nulle part, vous êtes coincés. Oh la vache! Ils ont fini par tirer la porte vers eux et ont écrasé quelqu'un en l'ouvrant. Et ils ont commencé à tirer les gens vers l'intérieur du gymnase, un par cette seule porte ouverte. Essayez de vous calmer, ne paniquez pas. On a vu une vague de gens s'écraser au sol et se débattre pour parvenir à respirer. J'ai 4 personnes inconscientes, j'ai pas de pouls, elles ne respirent plus, je suis en plein massage cardiaque. J'ai 3 personnes en état de choc, 2 personnes avec des fractures, et il nous faut au moins 5 ambulances. On m'a annoncé 7 personnes qui n'y respiraient plus. C'est une urgence! La police est dehors, ils font que dalle. Ne paniquez pas s'il vous plaît, prenez votre temps. Sur les images, on voit Sean Combs, la chemise ouverte. Il fait les 100 pas partout. Il a l'air complètement dépassé. Je l'ai vu faire des massages cardiaques et du bouche-à-bouche aux victimes. Et Sonia faisait partie des personnes qu'il essayait de ramener à la vie. Le cerveau de Dirk ne recevait plus assez d'oxygène. Pendant qu'il lui faisait le massage cardiaque, son torse s'affaissait de plus en plus, jusqu'à toucher le sol. Aidez-les, sortez-les de là! Qu'est-ce qu'elle a? Ensuite, ma mère m'a appelé. C'est comme ça que j'ai appris sa mort. Elle m'a dit, il est parti, Jason. Je vous demande de quitter le gymnase calmement pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés. C'est terminé. Je suis descendu au City College avec ma mère et mon père pour identifier le corps de Sonia. Ils nous ont montré des clichés Polaroid. Quelqu'un avait essayé d'escalader la foule de gens à terre parce qu'on voyait bien une empreinte de chaussure sur la tête de Sonia, sur une des photos. Je pense que Puffy est en grande partie responsable de ce qui est arrivé ce jour-là, parce que les portes étaient fermées alors qu'elles auraient pu rester ouvertes. Dwight Myers, alias Evie et Puff Daddy, n'ont fait que rejeter la faute sur les autres. Il va falloir faire le nécessaire pour que ce qui est arrivé ne se reproduise plus jamais. Je sais bien que lui et Heavy D ne souhaitaient pas que cet événement se termine de cette façon. Puffy voulait organiser le plus gros match de basket, le plus bel événement possible. Donc il en a fait une méga pub. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité des gens qui venaient à cette soirée. Il y a eu des poursuites judiciaires après cet accident. C'était une grosse affaire. Il y a eu plusieurs années de litige. Quand ma mère m'a appelé pour m'annoncer l'accord proposé par les avocats, j'ai compris ce que ça voulait dire. Prenez l'argent et bouclez-la. Moi, tout ce qui m'importait, c'était de rendre hommage à Sonia. Mais Puff ne voulait rien savoir. Ça a créé de nombreuses tensions entre nous. Je lui ai demandé, c'était ton ami ou pas? Mais il ne voulait pas me répondre. C'est toi qui lui as donné un billet. Toutes ces interactions avec lui me donnaient la nausée. Il n'avait clairement aucune envie de m'aider à honorer la mémoire de Sonia. Ou des 8 autres. Le drame du City College a été le premier tournant dans la façon dont le public percevait Puffy.
Un jour, il m'a demandé quand est-ce que ce sera derrière moi. Je lui ai répondu, plus tu fais le bien autour de toi, plus cet accident descendra dans la liste des sujets qu'on abordera. Diddy est parvenu à se relever de cet incident et à passer à autre chose parce qu'il était doué pour façonner de nouvelles stars et produire des tubes. Il enchaînait les succès, il s'épanouissait, il gagnait. Avec le temps, il est devenu quelqu'un de trop important pour travailler avec André. Donc André l'a renvoyé. Tout son matériel a été déposé dans le couloir et on lui a demandé de venir le récupérer. Je me suis dit, OK, j'imagine que je n'entendrai plus parler de lui. Quand tu te retrouves millionnaire à 19 ans, tu perds forcément la boule. Tu prends la grosse tête. Ça a été une énorme déception parce que j'ai été viré par la première personne qui avait cru en moi. Et puis je me suis souvenu que quelqu'un m'avait dit « Puff a rendez-vous avec Clive Davis pour créer un nouveau label ». Ça avait été dit sur le ton de « Non mais c'est ridicule cette histoire ». C'est un peu le parrain de la musique noire de ces 50 dernières années. Et pour lui, c'était l'opportunité rêvée de profiter de l'énergie de Sean Combs. Il lui a donc proposé de créer son propre label, Bad Boy. C'était un événement considérable pour un jeune homme noir d'avoir son propre label de musique. Il n'avait qu'une vingtaine d'années. C'était du jamais vu. Dès le départ, Bad Boy s'est démarqué des autres labels de musique, surtout grâce à l'énergie indéfectible de son manager. Je me souviens de ma première visite des locaux. Il y avait des messages sur les murs du genre « Le sommeil, c'est pour les nazes ». Bouge-toi le cul, c'est tout. Si je retourne en studio, faut que tu me paies pour que je retourne en studio. Dis-moi clairement ce que tu veux. J'ai été sa première attachée de presse. Un beau jour, j'ai reçu un appel de Monsieur Davis. Il a dit mon nom comme ça, la Joyce. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu t'occupes de Puffy et de la presse. Mais j'ai tout de suite compris le sous-entendu de la tâche qu'il me confiait. Protège mon petit génie noir. Puffy était un grand visionnaire. Tout ce qu'il touchait se transformait en disque d'or et de platine. Ouais, c'est bon, c'est fait. Chaque jour, et vraiment, je n'exagère pas, Puffy m'appelait entre 14h15 et 16h. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe avec tel ou tel artiste? Qui fera une apparition télévisée ce soir? Dans quelle émission? J'ai une idée. Et il s'attendait à ce qu'elle soit mise en œuvre en moins de 48 heures. Vous connaissez Bad Boy? Ouais, je connais. Il y a Biggie, non? Ouais, on gère Biggie et Craig Mack. La grande année de Bad Boy, c'est 1994. L'année où Craig Mack a sorti Flavor in Your Ear. Flavor in Your Ear, c'est un son que j'ai créé. Je suis en train de sampler des trucs trop bizarres. Écoutez ça. Ça faisait... Et pour le refrain, j'ai ajouté la sirène hyper forte. C'était bon, je savais qu'il y avait un truc. Puff m'a dit qu'il avait besoin de bonnes idées pour son nouveau rappeur Craig Mack. Je suis arrivé avec ma cassette. On l'a joué et il m'a dit « Sérieux, je te fais un chèque direct pour ce son. » Ma réponse? Vendu. Ensuite, c'est Notorious Big qui a fait peser Bad Boy dans le game. Il a donné de la crédibilité au label et à Sean Combs, une vraie street cred. L'idée de départ de Combs, et qu'il voulait réussir avec Biggie, c'était de sortir un morceau tapageur bling-bling, ancré dans la culture hip-hop, mais qui puisse plaire à tout le monde. Pas facile à faire avec un seul titre, et pourtant, ils ont réussi avec Juicy. Même si cette chanson parle d'un mec qui rôde au coin de la rue en train de vendre de la drogue, le clip, c'est un après-midi piscine. On va montrer un truc positif, glamour et amusant. À mon avis, ce qui a fait le succès de Biggie, c'est toutes ces juxtapositions dans son répertoire. C'est ce qui marchait. Puff avait clairement envie d'élever, de rehausser la culture hip-hop. Quand j'y repense maintenant, c'est surtout sa propre image qu'il voulait élever.
Il apparaissait dans tous les clips. Il chantait un truc ou deux. Il participait aux concerts, il montait sur scène. Il était jamais loin. Il faisait partie du truc. Il avait bien compris qu'il représentait le label, la marque. Quand les gens me voient, ils voient direct la marque Bad Boy. Mais la côte ouest représentait une vraie menace pour le hip-hop de la côte est. Il se vendait beaucoup plus d'albums à l'ouest. C'est à ce moment-là que la grosse rivalité Est-Ouest est née. Puff s'est rendu compte que la guerre avait été déclarée. On doit se battre pour être les numéros 1 et on va pas la jouer réglo. De nombreuses personnes en ont payé le prix. Bad Boy était au sommet de sa gloire. Ils étaient intouchables. Sauf que plus on a d'argent, plus on a d'ennuis. Tout était amplifié par leur succès. Les sales coups, la malhonnêteté, l'absence de loyauté, tout prenait une ampleur folle. Et tout s'est aggravé. Suge Knight était à la tête du label Death Row sur la côte ouest. On avait deux versions très différentes de mania du hip-hop. Suge Knight faisait peur. C'était un vrai gros dur. Suge Knight de retour en prison. Il était en probation depuis 1992. Pour coups et blessures. De son côté, Sean Combs avait un côté plus sympa, plus doux. La rivalité côte est, côte ouest a pris des proportions folles à cette époque. Les deux rappeurs auxquels on pense le plus, ceux qui représentaient le mieux les deux camps de cette guerre, c'est Notorious Big et Tupac Shakur. Tupac était une énorme star, une véritable icône du rap. Ce que peu de gens savent, c'est que Death Row essayait de s'établir à l'Est, avec Death Row East. Ils pensaient vraiment pouvoir envahir New York, et ils ont essayé. C'est déstabilisant de revoir cette vidéo de Tupac en sachant ce qui s'est passé peu après. On est venu ici pour faire tomber le gouvernement en place, c'est-à-dire Bad Boy. Faites confiance à Death Row East, on va les avoir. C'était courageux et osé d'annoncer ça. La guerre avait été déclarée entre les deux clans et on pouvait avoir des ennuis rien qu'en faisant le signe du W sur la côte Est. J'aurais très bien pu être une des victimes de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. J'ai commencé dans le milieu de la musique en tant que promoteur de concerts. Un soir, j'étais dans un club à Harlem, le PJ's. Un mec est arrivé pour faire de la pub pour Death Row East. Il avait des t-shirts blancs et il en distribuait à ceux qui voulaient. En les voyant, je me suis dit, ouais, je les aime bien, je vais en prendre un. Je l'ai tout de suite enfilé. On a enchaîné avec une autre soirée. J'étais avec Lance Calfé. Il s'occupait de ma sécurité. On arrive dans ce club, j'avais mon t-shirt Death Row East et l'endroit était blindé. Et une heure plus tard environ, je ressors du club. On traverse la rue jusqu'à ma voiture. On monte, je m'installe au volant et d'un coup, Puff s'arrête à côté de nous, dans une voiture de sport. Il était côté passager. Et il me dit, « Ça roule, connard ?» Je lui réponds, « Écoute, Puff, je veux pas me prendre la tête avec toi. Je m'occupe pas de tes affaires. J'ai essayé de désamorcer le truc. » Il a répété, « Non, t'es qu'un gros connard. » Pour lui, le t-shirt que je portais symbolisait toutes ces embrouilles avec Suge Knight, avec Death Row et avec la côte ouest en général. Comment tu peux passer de l'autre côté, mec? Comment tu peux faire de la pub à Death Row, sérieux? On continue au bout de la rue et là, sa voiture s'approche encore plus et nous fait une queue de poisson, ce qui nous force à nous arrêter sur le côté. Lance et moi, on saute de la voiture. On entend un coup de feu et Lance crie « Ils ont un flingue !» Je sais pas qui a tiré. Je retourne dans la voiture et c'est le début de la course-poursuite. Et je me suis battu pour rester en vie. Tout ce que je sais, c'est que je devais me sortir de là, donc j'ai continué à rouler. J'ai pris des routes à contresens. J'ai dû monter sur un trottoir à un moment. On roulait à fond en plein Manhattan.
J'en reviens pas d'avoir pu m'échapper de cette situation. Ce que cet incident nous prouve, c'est qu'il y a des réactions excessives, disproportionnées et une certaine propension à la violence. S'il peut se mettre dans un tel état aussi facilement pour un truc qui semble assez insignifiant, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre? Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'étais venu. Mais j'aurais très bien pu ne jamais être là. Tout mon avenir aurait été effacé en une nuit. Ce mec, c'est une menace pour la société. Et mon histoire n'est qu'une toute petite pièce du puzzle de cette grande pagaille qu'il a créée. Sean Combs a été associé à plus d'histoires de mort, de drames et de vies brisées que n'importe quel autre magnat des affaires. Il fonctionne sur la peur et l'intimidation, sur les abus. Combs veut obtenir ce qu'il veut quand il le veut. Il me disait des trucs du genre « Retourne-toi que je vois ton cul ». Et là, d'un seul coup, comme ça, de nulle part, il s'est mis à la frapper. Dieu m'a dit « Reste immobile, tu vas être touché ». Je crois sincèrement que les monstres ne naissent pas monstres, ils le deviennent.